Madame, Monsieur, bonsoir. Ce 30 juillet, le Maroc célèbre le 27e anniversaire de la fête du trône, un rendez-vous national qui offre également l'occasion de mesurer le chemin parcouru sur le front diplomatique. En 27 années de règne, Sa Majesté le roi Mohamed VI a conduit une politique étrangère qui a progressivement installé le royaume au cœur des grands équilibres, notamment africains, méditerranéens, mais aussi atlantiques. Dans un ordre international en perte d'équilibre, le Maroc a fait le choix d'une diplomatie de souveraineté, de diversification et de projection. Cette politique étrangère s'est construite autour de quelques constantes qui sont la défense de l'intégrité territoriale, la diversification des partenariats, la coopération sud-sud, le dialogue multilatéral, mais aussi une diplomatie économique conçue comme levier de développement et d'influence. Le dossier du Sahara marocain reste le cœur de cette stratégie qui, de facto, porte ses fruits, puisque ces dernières années, les soutiens internationaux au plan d'autonomie se multiplient et confortent la position du royaume dans les enceintes diplomatiques, avec notamment cette résolution 2797 votée par le Conseil de sécurité le 30 octobre dernier et qui couronne des décennies de marche pour rétablir la justice et la vérité. Au-delà de la diplomatie classique, la puissance de nos jours ne se mesure plus uniquement au poids militaire ou même économique, elle se construit aussi par les infrastructures et cette capacité à créer des convergences tout en inspirant confiance. Le royaume s'arme d'infrastructures portuaires solides. Il trace aussi des interconnexions énergétiques stratégiques via notamment le gazoduc Nigeria-Maroc et façonne un processus arrimant le Sahel à l'Atlantique, ou comment le souverain transforme les infrastructures en instruments de puissance autant que de développement. Au fond, tout était déjà contenu dans cette phrase prononcée par Sa Majesté le roi Mohamed VI il y a un peu plus de 20 ans. Je cite le souverain. Pour nous assurer une présence et un rôle agissant dans ce tumulte planétaire. Eh bien, 20 ans plus tard, le tumulte est devenu mondial et la présence du Maroc aussi. J'accueille pour cette émission spéciale avec moi sur ce plateau la professeure à l'université Hassan Ier de Stade. Elle est aussi experte du Sahara marocain et de l'Afrique du Nord, professeure Yasmine Hasnaoui. Bonsoir, merci de vous joindre à nous. Merci beaucoup, Madame Khadija, d'être parmi vous. C'est un réel plaisir. Tout le plaisir est pour nous, Alala. Merci. Avec nous également, il est consul honoraire du Cap-Vert au Maroc, vice-président exécutif de l'Académie diplomatique africaine. Il est également auteur de plusieurs ouvrages, dont les tout derniers datant de 2026 et celui-ci, le gazoduc africain Atlantique, perspectives stratégiques et enjeux pour l'intégration énergétique en Afrique, et aussi comment devenir fonctionnaire international. C'est Mohamed Hamidouche. C'est un plaisir de vous accueillir. Bonsoir. Plaisir partagé. Merci infiniment pour votre aimable invitation. Très heureux d'être avec vous à l'occasion de la fête nationale du Maroc. C'est un plaisir partagé de partager aussi cette célébration en votre compagnie et également avec moi sur le plateau, et un plaisir aussi de partager cette célébration avec lui. Il s'agit de notre expert en relations internationales qu'on ne présente plus. Bonsoir Hafed Boutaleb. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. Et Hafed, on va peut-être commencer par contextualiser dans un contexte international où nous célébrons le 27e anniversaire de la fête du trône. Cette phrase prononcée, je viens de l'évoquer à l'instant, lors du discours du trône de 2005, qui résonne avec les crises contemporaines pour, je cite le souverain, pour nous assurer une présence et un rôle agissant dans ce tumulte planétaire. Alors, Hafed Boutaleb, ma question, comment le Maroc entend peser dans ce tumulte planétaire actuel évoqué par le souverain il y a un peu plus de 20 ans, il y a 21 ans pour être exact? Mais ce qu'on peut dire, c'est que 21 ans plus tard, on a vu que le Maroc a multiplié les initiatives de dialogue, les mains tendues vers toutes les organisations. On est partenaire privilégié de l'OTAN, on est partenaire privilégié du Conseil de l'Europe. On a aussi une relation de premier plan avec l'Union européenne, mais aussi il y a la coopération sud-sud, qui était le cheval de bataille de Sa Majesté depuis le début, renforcer les liens avec les pays africains, le voisinage africain, renforcer les liens avec le voisinage arabe aussi, à travers son statut en tant que président du comité Al-Quds. Et donc, il y a aussi au sein de l'organisation des pays de communauté islamique, l'OCI, donc il y a vraiment une volonté du Maroc de peser, d'être présent sur tous les théâtres pour pouvoir pousser son agenda, un agenda de dialogue, de coopération sud-sud, défendre les intérêts de tous et prouver qu'il est possible d'aller vers le win-win. C'est ça la vision marocaine.
Un commentaire, c'est Mohamed Hamidouche, d'autant plus que vous avez parlé de l'agenda. Au centre de cet agenda, il y a notre cause nationale. C'est Mohamed Hamidouche, comment le Maroc aujourd'hui pèse sur cet échiquier international de la géopolitique qui est littéralement mouvant ces dernières années. Vous avez parfaitement raison d'évoquer cette question stratégique. Aujourd'hui, la diplomatie marocaine, sous le leadership de Sa Majesté Allah Nosro, a changé d'échelle. On n'est plus dans une position de défense. On a dépassé cette phase de défense, d'aller expliquer et tout. Nous sommes chez nous, le Sahara est marocain, tout le monde le reconnaît. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne va pas continuer à dire le Sahara est marocain, est-ce qu'on va le justifier ici, à droite, à gauche et tout ça. Déjà, des initiatives sont entreprises au niveau de la 4e commission des Nations Unies pour faire retirer ce dossier de cette commission, parce que chaque année, il revient sur la table, alors que dès 1963, c'est le Maroc qui avait inscrit cette question, n'est-ce pas? Ironie du sort. Voilà, au niveau donc, des Nations Unies, mais ça a été détourné à d'autres fins, comme vous le savez, etc. Donc aujourd'hui, le Maroc entretient des relations avec tous les continents, avec tous les peuples. Le Maroc n'est pas un pays agressif. Le Maroc est un pays ouvert. Le Maroc reçoit tout le monde. Il est généreux. C'est conforme à ses valeurs, à ses traditions, à son identité culturelle qui est séculaire. Donc on n'a plus besoin de nous justifier et de nous expliquer. Aujourd'hui, le Maroc est présent partout. Je vois un peu les réactions sur les réseaux sociaux de mes amis à travers le continent, au Moyen-Orient, où j'ai vécu longtemps, ou en Europe, etc. C'est une fierté nationale d'être marocain aujourd'hui. Donc, on doit avoir confiance en nous, c'est ce que je dis partout. Hein? Il ne faut pas douter de ce que nous sommes. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle en Afrique la 6e région du monde au niveau de l'Union africaine, qui est composée par la diaspora. La diaspora africaine, la diaspora marocaine joue également un rôle extrêmement important. Dommage qu'elle n'est pas encore représentée au niveau des instances parlementaires, par exemple, mais le dossier est ouvert. C'est un outil diplomatique. C'est un outil diplomatique aussi. Et donc, on se sert de cet outil parce que tout le monde est ambassadeur. Hein, exact. Quand on est à l'étranger, etc. Ah, vous êtes marocain? Ah oui, alors on aime le Marocain, on aime Marrakech, on aime Agadir, on aime vraiment le soft power du Maroc. On aime le lion de l'Atlas aussi. Exactement. Et c'est une véritable fierté. Absolument. Alors, pour revenir au contexte géopolitique, professeur Snaoui, quelle influence le contexte géopolitique actuel a-t-il eu sur la question du Sahara, notamment? Alors, tout d'abord, je voudrais juste m'aligner avec mes chers collègues et dire que depuis son ascension au trône, le roi Mohamed VI a entrepris une transformation, une stratégie vraiment de transformation profonde sur la diplomatie marocaine. Le Maroc a dépassé ses approches traditionnelles en devenant bien sûr un acteur qui relie non seulement l'Afrique, mais qui relie l'Afrique, le monde arabe, l'Atlantique et l'Europe. D'accord ? Il y a 4 piliers très importants sur lesquels cette vision royale a été mise en place. Premièrement, bien sûr, ce qu'on appelle la coopération Sud-Sud, de Global South, la stabilité régionale, la diversification des partenaires et bien sûr cette dynamique de l'attractivité économique. Concernant la question du Sahara marocain, je pense que la question du Sahara marocain continue de cristalliser une dynamique internationale c'est-à-dire par la promotion d'une solution politique. Et donc, moi, je pense que le Maroc est en crescendo. Il y a 4 dates ou 5 dates qui sont les dates les plus importantes où le Maroc a fait de très belles réalisations concernant la question du Sahara marocain. D'abord, 1975, lorsque le Maroc a réintégré ses provinces du Sud à travers les accords de Madrid, l'organisation de la Marche verte. Deuxièmement, la présentation du plan d'autonomie en 2007. Et maintenant, on voit plus de 80% des pays membres des Nations Unies qui soutiennent le plan d'autonomie. Les 3/4 de l'Union africaine dernièrement. Tous les membres de l'Union européenne s'alignent avec la résolution du Conseil de sécurité 2797. N'oublions pas, bien sûr, de noter aussi le monde arabe, qui a toujours, qui était toujours derrière le Maroc historiquement. Donc, je pense qu'il y a on aussi... l'a vu, je me permets de vous interrompre, si vous le permettez, professeur Snaoui, parce qu'on voyait à l'instant le représentant permanent de la Russie qui avait lu justement le résultat du vote ce 30 octobre. Et on l'a vu aussi, c'est la position même des Russes. Ben oui, ça, c'est l'Europe et la Russie, et la Chine aussi, oui, parfaitement. Oui. Donc maintenant, il y a aussi une date importante, c'est le modèle de développement économique et social des provinces du Sud qui a été présenté
créé en 2013. Donc cette vision royale à long terme, il y a eu de très belles réalisations qui peuvent être incalquées dans d'autres pays africains. Donc vous l'avez dit dans plusieurs de vos analyses, c'est un modèle très très important. Maintenant on voit des facultés multidisciplinaires à Smara, à Lyoun, l'OCP qui fait un très beau travail à travers la fondation Fousboukra. Il y a vraiment une approche de proximité avec la société civile. Et aussi, ce qui est important aussi, c'est la présence des consulats régionaux à Lyoun et à Dakhla. Leur présence n'est pas uniquement symbolique. Plus de 30 à Lyoun et à Dakhla. Donc il y a vraiment leur rôle. Ils continuent à promouvoir ou à renforcer cette coopération culturelle, économique et aussi à promouvoir Dakhla et Lyoun et les provinces du Sud. Donc je pense que ces dates et ces initiatives sont très très importantes. Le Maroc, moi je ne parle pas parce que je suis marocaine, mais c'est les chiffres qui parlent. Oui. On est dans notre momentum, mais il faudrait quand même que l'Algérie accepte cette main tendue, parce que le roi Mohamed VI a hissé le drapeau du dialogue en visant directement Alger. Et donc, à plusieurs reprises, d'ailleurs. Plusieurs reprises. Et pendant le discours du trône. Ça a été réitéré dans plusieurs discours. Donc je pense que vraiment ça va être une sortie honorable de l'Algérie. Ne me dites pas que la question du Sahara, ça peut prendre un peu de temps aux Nations Unies, la 4e commission. Il faudrait vraiment... J'allais vous interpeller dessus. Oui, donc voilà. Pour moi, c'est les dates clés de cette dynamique très importante. Et on ne peut qu'être fier d'être marocain, d'en arriver là, que tout le monde maintenant sache que c'est un conflit régional, artificiel, exact. Et la solution est uniquement à Alger, et nulle part ailleurs. Vous faites bien de le dire. Omar Hilal l'a rappelé juste après le vote au Conseil de sécurité de cette résolution 2797, et il avait déclaré, notre représentant permanent aux Nations Unies, son Excellence Monsieur l'ambassadeur Omar Hilal, il dit que le plus difficile reste encore à faire pour convaincre les autres parties qu'il n'y a pas d'autre solution que l'autonomie, et d'ajouter aussi que le plus dur reste à faire. Donc c'est dire que c'est une dynamique diplomatique qui est en cours, mais on a une partie qui a été évoquée à plusieurs reprises, faut-il le rappeler, dans les résolutions du Conseil de sécurité, alors que cette même partie s'obstine à dire nous sommes observateurs. Nous sommes observateurs, non, dans les résolutions, l'Algérie est citée plus de 5 fois, donc oui, ils le savent très bien. Oui, alors pour revenir à un autre discours, cette fois c'est en 2022, le 20 août 2022, c'était le discours de la Révolution du roi et du peuple, où Sa Majesté, et je cite le souverain, le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international. Fin de la citation royale. Je pense que ça a remis les compteurs à zéro vis-à-vis de tous les partenariats du Maroc, et on sait comment le Maroc a toujours été ouvert sur le monde. Mais là, cette ouverture passe quand même par le prisme de notre cause nationale. Absolument. Il fallait tourner la page définitivement de cette question qui est en suspens depuis de belles lurettes. Et dans son discours de Sa Majesté, il a tracé la voie. Ceux qui veulent coopérer avec nous doivent respecter notre souveraineté nationale et reconnaître la souveraineté pleine et entière du royaume du Maroc, de Tanger à Al-Ghouira. Et vous avez vu ce que ça a donné. Immédiatement, l'Allemagne a changé de position. Elle a suivi celle de l'Espagne, les États-Unis, la France, qui connaît très bien les tenants et les aboutissants de cette histoire, puisqu'elle occupait le terrain avant la naissance de l'Algérie en 1962. N'oublions pas qu'il y a aussi d'autres territoires marocains qui sont situés, n'est-ce pas, en territoire algérien d'aujourd'hui, qui relevaient de la souveraineté marocaine. C'est un autre dossier. Donc vous voyez que les choses changent dans le bon sens, et je pense que c'était le coup de sifflet donné par Sa Majesté pour arrêter, n'est-ce pas, cette position grise dans laquelle, n'est-ce pas, les gens étaient on est avec toi, on n'est pas avec toi, etc. Aujourd'hui, alhamdoulilah, ça a apporté des résultats extrêmement positifs, et c'est ce qu'il fallait faire. Hafed Boutaleb, justement, on en parlait tout à l'heure. Le contexte géopolitique actuel tend vers l'incertitude, alors que le Maroc reste sur une tendance constante en défendant bec et ongle le multilatéralisme au moment où
nous le voyons, ce concept est en train de s'effriter dans le monde avec la montée d'un certain protectionnisme, du retour un peu des grandes puissances. Et comment vous pouvez décrire ce travail et cet exercice très minutieux d'équilibriste diplomatique qu'entretient le Maroc? Parce que c'est vrai que le Maroc a une combinaison intéressante. Il adopte une posture classique, c'est-à-dire réaliste plutôt, c'est-à-dire la théorie classique en relations internationales, dans laquelle l'État, c'est le premier acteur, l'acteur de référence. Mais en même temps, parce que vous parlez de multilatéralisme, il a une posture constructiviste dans laquelle il met en avant ses valeurs, l'âme marocaine, comme aussi acteur dans les relations internationales. Et pour pouvoir construire sur la base de valeurs, il faut aller sur le multilatéralisme. Il faut associer le maximum d'acteurs pour pouvoir défendre ces valeurs. Ces valeurs, ce sont celles du dialogue, encore une fois, du win-win, du dialogue des civilisations, du dialogue des religions, de l'échange, de l'ouverture, du commerce. Et donc, par définition, nous avons besoin de renforcer les institutions multilatérales pour pouvoir défendre ces valeurs communes, partagées par des pays de tout horizon. Et le renforcement de l'aspect multilatéral, on l'a vu en 2017 par exemple, le retour éloquent, grandiose, je pense que c'est l'occasion aussi d'en parler, du Maroc au sein de sa famille africaine et la façon dont le royaume a su d'abord réintégrer de manière inclusive son qui est de perdant dans l'affaire et aussi défendre depuis 2016 sa vision pour le continent au travers des instances continentales. Donc la vision multilatérale, on peut la voir aussi dans comment le Maroc, à côté de cette organisation continentale, défend des organisations sous-continentales. L'UEMA, Sa Majesté en parle toujours dans ses discours, le Sensad. Le Maroc défend aussi une vision inclusive à travers cette proposition faite aux pays du Sahel de les désenclaver en partenariat avec les pays africains de la côte, que sont le Sénégal, la Mauritanie, le Royaume du Maroc. Et donc, il y a toujours cette défense du multilatéralisme. Ça a été cité dans un discours du trône d'il y a exactement 15 ans, où le souverain rappelait que, je cite Sa Majesté le roi Mohamed VI, que le Maroc poursuivra les efforts soutenus qu'il déploie au sein des organisations internationales. Fin de citation. Donc, le Maroc défend le multilatéralisme, Hafed Botal. Mais oui, mais vous savez depuis toujours. Nous sommes quand même la nation qui, dès le XVIIIe siècle, intervenait pour régler les différends entre les nations européennes. Il y a des correspondances des sultans de XVIe, XVIIe siècle entre les rois de France, les rois de Danemark, les rois d'Espagne, et même avec les Ottomans. Donc, nous avons toujours eu cette approche inclusive pour pouvoir éviter le conflit. Le Maroc a connu longtemps les conflits, nous savons les effets dévastateurs de ces conflits. Aujourd'hui, nous sommes véritablement une nation qui œuvre pour la paix. Qui œuvre pour la paix, vous en avez parlé, qui œuvre pour la paix au Moyen-Orient. Faut-il rappeler, vous avez tout à l'heure évoqué ce statut de président du comité Al-Quds de Sa Majesté le roi Mohamed VI, mais de tous les efforts qui ont été entretenus, d'abord de soutien aux populations sinistrées, notamment à Gaza. Faut-il rappeler aussi l'unicité de cette approche marocaine. Nous sommes le seul pays qui a pu faire acheminer les aides aux populations gazaouis, alors qu'il y avait le blocus israélien sur la bande de Gaza pendant la guerre. Et ça ne vient pas de nulle part, ce statut Hafed Botaleb. Ce que je veux vous dire, c'est que je remercie ces populations de Gaza de nous renvoyer l'ascenseur, comme on dit, en soutenant l'équipe nationale. Aujourd'hui, on a pu voir ces images. Moi, j'ai été très ému de voir ces Gazaouis au milieu des ruines et avec des drapeaux marocains partout soutenant les lions de l'Atlas. Et on a pu constater ça aussi, et il faut le dire, même de l'autre côté, en Israël. Tel Aviv, absolument. Des Israéliens soutenir le royaume. Absolument. Eh bien, comment expliquer ça, si ce n'est que c'est la cristallisation matérielle des efforts du Maroc pour soutenir le dialogue. Nous ne sommes pas pour la rupture, nous ne sommes pas pour l'escalade, nous sommes pour le dialogue. Ni l'interventionnisme d'ailleurs, faut-il le rappeler. Yasmine Hasnaoui, peut-être un mot sur ça, sur cette politique, pas de neutralité, mais de non-ingérence dans les affaires internes des pays.
et d'apporter le soutien au dialogue et à la paix. Il y a plusieurs exemples. Pour ne citer que la Libye, par exemple, vous, en tant qu'expert d'Afrique du Nord, un commentaire sur cela. Alors pour la Libye, le Maroc a été toujours dans le milieu. Et d'ailleurs, nous avons vu les réunions qui ont eu lieu à Bosnika, donc c'était vraiment réussi. On n'a pas vu le Maroc c'est-à-dire s'ingérer dans ces relations, dans ce conflit libyen. Mais je dirais aussi que ça ne relève pas d'aujourd'hui. Le Maroc a 12 siècles de présence. Donc il y a eu beaucoup de diplomatie, de présence aussi de diplomatie. Oui. Et donc il a su être un acteur qui relie et l'Afrique, et l'Europe, et l'Atlantique, etc. Malgré les défis qu'il y a au Maghreb, avec les tensions Maroc-Algérie, avec la présence ou l'expansion de grandes puissances, notamment les États-Unis, les pays du Golfe, la Russie, la Chine et la Turquie en Afrique. Mais le Maroc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est devenu, je dirais, il se positionne comme un acteur de stabilité, comme un partenaire. On est là. Et aussi, je voudrais rebondir sur quelque chose, si vous le permettez, Madame Khadija, sur la question du Sahara, parce que, comme a dit tout à l'heure professeur Hamidouche, pourquoi on est arrivé à cette unanimité du plan d'autonomie. Le travail était un travail d'haleine, c'est-à-dire c'est un travail qui a été fait d'abord à travers la vision royale, la présence de notre diplomatie, la société civile, tout le monde, on est tous présents. Ça veut dire, moi, ça fait il y a 10 ans, moi, j'étais surpris pendant les 5-6 années, on ne voyait pas nos diplomates sur Twitter ou sur Facebook. Maintenant, ils sont là, ils sont présents, ils montrent leur travail. Et ça, pour moi, c'est un travail d'envergure. Il y a aussi la société civile. Et on ne laisse plus jamais ces chaises vides. Et c'est pour ça qu'on a gagné ce momentum. Donc, le Maroc, je pense qu'il se positionne en tant qu'acteur de stabilité, en tant que partenaire avec tout le monde. Et il n'est pas là pour être une ingérence pour la question palestinienne. Lorsqu'il y a eu cette normalisation avec Israël, qu'est-ce qu'a fait Sa Majesté ? Il a appelé Mahmoud Abbas, il a appelé, tu te souviens, Moulay Hafid, il lui a dit carrément qu'on est pour two-state solution, la solution des deux États. C'est ce qui différencie la normalisation marocaine des accords d'Abraham. Voilà. Faut-il le rappeler aussi ? Faut le préciser, bien sûr. Donc là, je pense que le Maroc, il est apprécié par tout le monde. Il est là pour être partenaire et non pas s'isoler. Parce que moi, je me rappelle, j'ai rencontré une fois John Bolton, qui est à Washington, pour parler de la question. C'est un ennemi du Maroc. Il m'a dit, écoutez, moi, je peux vous dire ce que je peux... vous confirmez que le Maroc a réussi ce défi sur la question du Sahara. Il a su gagner sur le terrain. On sait... C'est John Bolton qui vous l'a dit. Il m'a dit, je lui ai dit pourquoi, Monsieur Bolton. Il m'a dit parce qu'il a su diversifier ses partenaires, contrairement à l'Algérie. Et j'ai c'est-à-dire cette entrevue qui est enregistrée. J'étais abasourdie pour voir quelqu'un qui déclare cela, pour dire que le Maroc, il a réussi son cap grâce à sa diversification et la recherche d'alliances de partout. Moi, je trouve que c'est quelque chose de grandiose, et cela grâce à la vision de Sa Majesté, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Exact. 1000 accords de coopération en Afrique, plus d'une trentaine de visites dans les différents pays du continent. Comment cela est perçu au-delà de nos frontières, c'est Mohamed Hamidouche? C'est-à-dire ces visites-là, elles ont bien sûr porté leurs fruits. Le Maroc est le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest, premier investisseur aussi dans certains pays étrangers, premier investisseur étranger dans certains pays, dans la Côte d'Ivoire. Mais comment cela est perçu par nos sœurs et frères d'Afrique subsaharienne? Très bien, je crois, il faut rappeler que le souverain marocain est le seul chef d'État arabe à avoir effectué autant de visites officielles partout sur le continent, pas seulement dans ce que nous avons l'habitude d'appeler le précaré francophone ou marocain, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, où nous sommes, comme vous le dites si bien, le premier investisseur dans la région, mais au-delà, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique australe, à Madagascar. Il y a des liens qui remontent à 2 autres rois. Oui, effectivement, avec l'exil de la famille royale, n'est-ce pas, sous le leadership de feu Mohamed Khamis,
Et c'est sincère. Et Sa Majesté, lorsqu'il se rend dans ces pays, il ne va pas juste pour les cérémonies officielles. Il prolonge son séjour à titre privé. Il va dans les marchés, il va dans les magasins, il parle avec la population. Rappelons aussi toujours les liens qui existaient entre feu Mohamed Khamis, feu Hassan II, avec feu Sékou Touré, qui considère le Maroc comme son deuxième pays. Et Sa Majesté Hassan II avait financé la construction de 50 villas à Conakry pour l'organisation d'un sommet de l'ex-OUA, Organisation de l'Union africaine, sommet qui n'a jamais eu lieu. Et lorsque Sa Majesté Mohamed VI est parti en visite officielle à Conakry, ils ont baptisé le palais des congrès, palais Mohamed V. Bon, il y a des liens très forts entre le Fouta Djallon, n'est-ce pas, en Guinée et dans d'autres régions. Je vous rappelle aussi la rencontre entre Sa Majesté et le secteur privé africain à Abidjan, lorsque Sa Majesté s'est adressée directement aux hommes et femmes d'affaires en leur disant, et cette phrase est restée célèbre, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Travaillons ensemble. Et le chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara, était souffrant en France. Il n'était pas présent pendant le séjour de Sa Majesté. Et lorsqu'il a décidé de retourner à Abidjan pour saluer Sa Majesté, c'est Sa Majesté qui est parti l'accueillir à l'aéroport. Vous imaginez un chef d'État, un roi qui reçoit dans son pays un chef d'État qui vient de l'étranger. Il y a beaucoup de confiance. C'est un gage de confiance. La aussi, profondeur. On parle de l'Afrique qui doit faire confiance à l'Afrique. Absolument. Maintenant, il faut voir toutes les 1000 accords. Ce n'est pas juste des papiers qu'on a signés. Il y a du concret. Permettez-moi de citer le complexe chimique conclu dans 2 pays, très grands pays consommateurs des fertilisants pour développer leur agriculture respective, le Nigeria d'un côté et l'Éthiopie avec l'application de l'OCP. Aujourd'hui, l'OCP, avec l'aide de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, fait ce qu'on appelle des études de fertilité des sols pour qu'on sache quel type de fertilisant il faut utiliser pour augmenter le rendement à l'hectare de toutes les spéculations agricoles, n'est-ce pas, qui sont, n'est-ce pas, produites dans ces pays. Beaucoup appartiennent à la zone tropicale. Donc, par exemple, pour augmenter la production à l'hectare du cacao, du café ou de l'ananas ou de l'avocat, on n'utilise pas les mêmes formules, etc. Idem pour le maïs, pour les autres spéculations agricoles, etc. Parlons aussi de la présence des ingénieurs, des zootechniciens marocains, au Gabon, au Congo, au Mozambique, en Zambie, au Malawi, etc. C'est quelque chose quand même de très important. Et je termine pour dire que cette relation, elle est poursuivie, pas par les Marocains, mais par les citoyens africains formés au Maroc, qui parlent le darija, qui portent le djellaba pour aller prier le vendredi, qui mangent le couscous, qui sont parfois mariés à des Marocaines, etc. Donc quand même, il y a des liens très forts, n'est-ce pas, qui existent depuis très longtemps. Je ne veux pas retourner, n'est-ce pas, vers les relations du commerce caravanier. Mais là, on le voit, parce qu'elles sont ravivées. Là, vous avez consacré votre ouvrage au gazoduc africain Atlantique. Pourquoi je parle de ce gazoduc ? Parce que c'est finalement cette concrétisation de cette vision de l'Afrique qui doit faire confiance à l'Afrique, c'est Mohamed Hamid Deuche, ce gazoduc africain d'Atlantique. Permettez-moi de rappeler un repère historique pour dire que l'accord conclu entre le Nigeria et le Maroc a été conclu le 3 décembre 2016, un mois avant le retour du Maroc à l'Union africaine. Donc c'est un signal très fort à l'Afrique. Nous ne sommes pas revenus uniquement dans notre maison que nous aimons, comme l'a dit Sa Majesté dans son fameux discours, mais nous sommes sincères et on est là pour la coopération Sud-Sud, dans le cadre de la stratégie win-win. Renforcer les capacités des États africains parce qu'ils en ont besoin. Le Maroc a les moyens de contribuer au renforcement de cette capacité à travers plusieurs instruments de coopération, qu'il s'agisse de l'AMSI ou qu'il s'agisse des banques, des assurances, des entreprises qui participent aux appels d'offres, etc. Tout à l'heure, quand vous avez parlé du multilatéralisme, de la présence marocaine dans les organisations internationales, permettez-moi
de me focaliser sur le secteur financier africain. Le Maroc est un des grands actionnaires de la Banque africaine de développement où j'ai servi pendant 36 ans. Il en est devenu le premier client en Afrique. Donc, l'Afrique rend au Maroc aussi. Donc, je milite toujours pour qu'on puisse développer la notion de co-développement et de co-investissement. Je suis toujours un partisan pour qu'on ouvre notre économie aux investisseurs africains. Il y a des milliardaires en Afrique et ils sont connus. Pourquoi on ne leur facilite pas la tâche pour qu'ils viennent investir chez nous? Enfin, Dangote, par exemple. Voilà. Il n'y a pas que Dangote. Oui, mais parce que vous avez parlé de l'exemple du Nigeria, c'est le premier nom qui m'est venu. Dangote, bien sûr, qui a construit une grande raffinerie. Maintenant, il alimente plusieurs pays en produits, alors que nous, notre raffinerie ici, elle est fermée. Donc là aussi, pourquoi ne pas faire appel à lui s'il faut qu'il reprenne, n'est-ce pas, les activités. Et transformer davantage cette présence africaine en véritable outil d'intégration continentale. C'est l'objectif auquel aspirent beaucoup de pays. Permettre aux banques africaines aussi d'être présentes chez nous. Permettre aux compagnies aériennes aussi de venir chez nous, afin d'augmenter les flux. Regardez les vols de la RAM qui passent à destination d'une trentaine de pays africains. Ils sont bondés tous les soirs. Moi, je trouve parfois des difficultés à trouver un siège pour aller à Abidjan, pour aller à Ouagadougou, etc. Parce qu'il n'y a pas de place. Les vols sont remplis. Donc je pense que le potentiel est énorme. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique, comme a dit Sa Majesté. Et je pense qu'avec ça, on peut aller très loin. Alors pour revenir à l'ouvrage sur le gazoduc, c'est un sujet qui est stratégique, qui est très important. J'ai eu l'occasion de travailler sur des gazoducs similaires que la BAD avait financés en Afrique, dans plusieurs régions, etc. Et lorsque cette idée a émergé, j'avais déjà écrit le livre avant de soutenir une thèse de doctorat aussi sur le même sujet, etc. Et donc je pense que cet ouvrage, il brosse un tableau général de la situation, mais surtout il apporte des solutions. Comment organiser la gouvernance de la structure qui va être chargée de réaliser le projet? Comment gérer les relations interrelationnelles avec les États? Comment permettre aux PME de bénéficier de ce... Quelle richesse on va créer? Quel emploi on va créer, etc. Il y a le volet sécuritaire, parce que ce projet va être conçu en 3 phases. La première irait du Maroc jusqu'au Sénégal. La deuxième irait du Ghana, pas du Nigeria, jusqu'en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un gazoduc qu'on appelle le West Africa Gas Pipeline, qui va du Nigeria jusqu'au Ghana en passant par le Bénin et le Togo. Donc la deuxième phase consistera à prolonger ce gazoduc ouest-africain du Ghana jusqu'au port de San Pedro en Côte d'Ivoire. Et la troisième phase irait du Sénégal vers San Pedro. Mais ça sera une partie offshore. Donc il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes de logistique. Mais, comme disait Houphouët-Boigny, paix à son âme, n'est-ce pas? Découragement n'est pas ivoirien, découragement n'est pas marocain, découragement n'est pas africain. On va le faire, Inch'Allah, et on va le réaliser. Beaucoup de gens m'interpellent, M. Hamidouche, 25 milliards, comment vous allez les mobiliser pour... J'ai dit non, quand vous avez un projet qui est bancable, qui réunit tout le monde autour de la table, c'est cette volonté politique très forte des uns et des autres qui constitue la garantie majeure que les bailleurs de fonds attendent pour mettre l'argent pour le financement de ce projet. Sinon, Trump, dans son discours d'investiture le 20 janvier de l'année dernière, qu'est-ce qu'il a dit? Il est revenu sur la question de l'énergie fossile que les Européens ne voulaient plus financer, etc. Il a dit, on va construire un gazoduc qui va de l'Alaska jusqu'au Japon. Drill, drill, drill. Je le cite. Oui. Forêt, 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 c'est ce qu'il a dit. Donc je pense que tous ceux qui ont essayé de lutter contre ces projets parce que, bon, il y a les aspects environnementaux, non. Tu ne peux pas obtenir un financement d'un bailleur de fonds si tu ne fais pas une étude d'impact sur l'environnement d'abord, etc. C'est out of question, n'est-ce pas? Et ça a été fait. Et donc, c'est gérable. C'est gérable. Absolument. Ce gazoduc. Et c'est bancable. Et c'est bancable. Et c'est un ancien cadre de la Banque africaine de développement qui nous l'assure. Absolument. N'est-ce pas, Cheikh Hamidouche? Alors, il y a bien sûr ce gazoduc africain-atlantique, initialement gazoduc Nigeria-Maroc. Tout à fait. Il y a aussi cette autre initiative lancée cette fois par le souverain en novembre 2023 à l'occasion du discours de la Marche verte, où le souverain a lancé cette initiative atlantique pour, je cite, faciliter l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique. Fin de la citation royale. Yasmine Hasnaoui, comment cette initiative atlantique va redessiner les équilibres
africain? Bien sûr, tout d'abord, elle va redessiner, je dirais, la carte économique et géopolitique de la région. Rappelons aussi que lors du discours de Sa Majesté, il a bien dit que si par sa façade méditerranéenne, le Maroc est arrimé à l'Europe, eh bien, son versant atlantique facilite l'accès directement à l'Afrique et aussi à l'espace américain. Donc, cette initiative est très importante, non seulement pour les pays du Sahel, mais aussi il y aura une collaboration avec les 23 pays riverains, les pays africains riverains. Notons aussi pourquoi ce projet est important. D'abord, parce que déjà, il y a les pays du Sahel, ils perdent 20% de leur PIB. D'accord ? Donc, avec cette initiative, ils vont reprendre les 20%. Il y a aussi une collaboration. Et comment le Maroc a mis en place tout cela ? Eh bien, à travers la réalisation de plusieurs projets, notamment le projet de Dakhla Atlantique, qui sera un hub logistique très important vers les pays subsahariens. Je dirais, il y a aussi... mais malgré ce potentiel, ce projet connaît plusieurs défis. Exact. Et il faut le noter, plusieurs défis. J'allais y venir, mais plusieurs défis. Oui. Premièrement, il y a cette instabilité dans la région du Sahel, les tensions entre les pays voisins, la présence de la sécurité, la présence étrangère militaire et aussi l'expansion des groupes terroristes dans les zones, c'est-à-dire dans les zones côtières. Mais le Maroc, je pense qu'il faut qu'il collabore avec des pays, notamment la Mauritanie. Il faudrait vraiment continuer ce dialogue avec la Mauritanie parce que la Mauritanie va jouer un rôle très très important dans ce projet. Et donc je pense que ça va beaucoup aider c'est-à-dire ces régions-là à redéfinir leur politique et puis aussi leur économie va vraiment changer grâce à ces projets-là. D'abord, le Maroc n'est pas resté figé, d'accord ? Il a mis en place tous ces projets, le port de Dakhla Atlantique et aussi le port de Tanger qui relie l'Afrique à l'Europe. Donc ça va beaucoup aider déjà à faire le pas et puis à dialoguer avec les pays comme la Mauritanie. Je pense que ça c'est très très important pour pouvoir avancer. Absolument. Un commentaire là-dessus, Hafed Boutaleb, commentaire ou un complément d'information, oui, pour le Sahel. Le manque d'intégration régionale, c'est la raison numéro 1 pour laquelle il y a cette instabilité au Sahel, la raison numéro 1 pour laquelle il y a cette instabilité en Libye, la raison numéro 1 pour laquelle il y a eu le printemps arabe. C'est le manque d'intégration régionale en Afrique du Nord. C'est la région quand même la moins intégrée dans le monde, avec un potentiel humain, fossile, naturel, considérable. Nous réalisons des PIB ou des croissances qui sont en dessous de notre potentiel. Que ce soit le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie, ou la Libye ou la Mauritanie. Et cela a impacté le Sahel, parce que le Sahel s'est retrouvé face à un mur, avec tous ces conflits artificiels inventés, pour ralentir toute la région. Et donc aujourd'hui, le Sahel a besoin qu'on lui tende la main, et qu'il soit arrimé à l'océan, qu'il puisse s'ouvrir au monde, qu'il puisse aussi ne pas souffrir de cette exclusivité, puisqu'il n'est relié qu'aux pays d'Afrique, du golfe de Guinée, avec lesquels il y a quand même des tensions, il faut le dire. Donc il faut quand même donner cette carte au Sahel pour qu'il puisse se libérer de ses chaînes, d'une certaine manière, et retrouver l'aura historique qu'il avait. Rappelons que c'est une terre d'empire, c'est une terre d'échanges commerciaux, c'est la source de l'or que l'on peut trouver un peu dans tous les palais en Occident, en Europe, qui revenaient du Sahel aussi, il faut le dire aussi, à Marrakech ou à Fès, et ainsi de suite. Donc cette terre, elle a un avenir et le Maroc est là pour pouvoir l'aider à aller de l'avant. Et ça, c'est très important. Et pour aussi que cela revienne à nous, Marocains, avec des bénéfices concrets. Et cela passe aussi, je rappelle, j'ai beaucoup aimé votre intervention, professeur Mito, vraiment, j'aurais voulu continuer à écouter. Mais c'est vrai que là-dessus, ramener les acteurs financiers, s'ils voient qu'il y a une stabilité, qu'il y a une intégration, qu'il y a un dialogue, que les malentendus se sont dissipés, c'est le meilleur moyen de rassurer les acteurs financiers qui viendront investir. Comment ne pas investir dans cette région du monde, ce grand désert du Sahara, ces pays du Maghreb avec une diversité humaine et géographique, comment ne pas investir? Évidemment, en attendant les pays du Maghreb, il y a les pays du Sahel. Hein. Oui, vous connaissez le Sensad, encore une organisation boudée par l'Algérie et qui malheureusement a véritablement un projet concret, c'est celui de relier du Soudan. Quand l'Algérie parle de Sahraouis, mais les Sahraouis, c'est toute la population du Soudan
à l'Atlantique. Nous le savons, le Sahara est une terre géographique. Il y a une banque du SINSAD aussi. Oui, il y a une banque du SINSAD. Donc, face à ce blocage artificiel, dès 1999, Sa Majesté a tout fait pour multiplier le multilatéralisme, les accords, le dialogue. Et il faut le dire, le Maroc ne voit pas la scène internationale comme une jungle. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de constructivisme. Ce n'est pas juste la loi du plus fort. Et le royaume le sait. Il y a aussi des valeurs, il y a aussi, de l'humanité. Rappelons que cette visite de Sa Majesté Mohamed VI au camp de Zaatari, quel message fort d'humanité, là où les Syriens étaient des pestiférés partout sur terre. Et aujourd'hui, les Syriens, encore une fois, je vous ai parlé tout à l'heure de Gaza, c'est au tour des Syriens de nous remercier et de nous renvoyer l'ascenseur. Donc, c'est cette vision, cette constante. Le monde n'est pas une jungle seulement. Si on le veut, c'est aussi un lieu, une place pour l'humanité, l'échange et le gagnant-gagnant. Professeur Snaoun. Je voudrais juste rebondir à ce qu'a dit Moulay Hafid. Quand Sa Majesté le roi Mohamed VI a mis en place ce projet qui est important, il faut le signaler. Il a dit sans condition. C'est vraiment d'une manière sans condition. Et ce qui est important aussi, c'est que j'ai entendu de la part d'un dirigeant africain, quand il y avait cette initiative, il a dit, vous savez, la crise du Covid et la crise ukrainienne a ouvert les yeux à plusieurs dirigeants africains qu'ils ont vu qu'il ne faut pas aller chercher loin les initiatives. Les initiatives sont proches, sont là, sont à côté. Et vraiment, cette crise nous a appris à travailler ensemble. D'où cette initiative qui est très importante, qui est colossale. Et excuse-moi, Hafez, si je le dis, moi, s'il y a des entraves dans le Maghreb, eh bien, commençons avec le Sahel. Oui, les frontières, totalement, on tout a à fait. les plus longues frontières en Afrique. C'est celle du Maroc et de l'Algérie, 1900 km². Ils sont fermés depuis longtemps. C'est la plus longue frontière fermée au monde. Donc je dirais qu'il faut commencer avec les États du Sahel qui perdent leur PIB, etc. Donc moi, je pense que c'est très important. Moi, je pense que la question du Sahara va se résoudre un jour ou l'autre. Mais est-ce qu'on va rester figé? Est-ce qu'on va rester rien faire et qu'on a des partenaires qui sont là? L'Afrique, comme a dit Sa Majesté le Roi dans son discours, l'avenir du Maroc est indissociable de celui de l'Afrique. Il a mis l'Afrique dans sa stratégie royale et il est là depuis des années, depuis l'indépendance. Et là, ça s'est renforcé avec l'ascension de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Au trône de ses glorieux ancêtres. Professeur Hmidouj. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est 3 points, si vous permettez. Le premier, c'est rendre un hommage à Sa Majesté qui, par un geste de magnanimité, a lancé cette initiative en faveur des États de l'Alliance du Sahel, en comparaison avec la crise qui avait éclaté à un moment donné entre le Qatar et les autres pays membres du Conseil de coopération du Golfe. À l'époque, j'étais vice-président de l'ASMEX et nous sommes partis à Qatar en plein mois de Ramadan pour apporter secours à Qatar parce qu'ils n'avaient plus accès aux aliments alimentaires pendant le mois de Ramadan pour célébrer le mois sacré de Ramadan. La même chose pour les pays de l'AES. Pourquoi il y a eu ce problème? C'est parce qu'il y a eu des coups d'État militaires, parce que la CEDEAO a pris des résolutions très fortes pour rétablir l'ordre constitutionnel qui existait auparavant, et les militaires ont décidé de rompre. Alors Sa Majesté, voyant ce blocage, et partant des liens historiques qui lient le Maroc avec ces pays de l'AES, il a lancé cette initiative comme une bouée de sauvetage, tout en sachant tous les défis que vous avez évoqués tout à l'heure. Troisième point, je suis quand même optimiste, parce qu'aujourd'hui, les pays de l'AES, Mali, Burkina, Niger, n'ont pas quitté la zone franc CFA. Ils continuent à utiliser cet instrument. Ils continuent à lever des fonds. Et il y a espoir qu'ils retournent dans l'espace CEDEAO, qui est la communauté économique régionale la plus intégrée en Afrique. Ils ont un passeport commun, une carte d'identité commune. Vous pouvez vous installer en tant que citoyen de l'un ou de l'autre des 15 pays de l'espace CEDEAO avec une fluidité au niveau des investissements, du commerce, etc. C'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas laisser échapper. Et je termine en disant que le rôle central que la Mauritanie doit jouer dans cette histoire, elle est fondamentale.
La Mauritanie déjà a emprunté de l'argent auprès de l'Abad, tout comme le Sénégal, pour financer la construction du pont sur le fleuve Sénégal à Rosso. C'est un projet que j'ai lancé en 2004 à Dakar, quand j'étais installé là-bas en tant que représentant résident régional de l'Abad. Malheureusement, le projet a connu beaucoup de difficultés techniques parce qu'on ne savait pas quelle était la profondeur de l'eau sur le fleuve, n'est-ce pas, pour voir un peu quelle structure il fallait mettre, donc les appels d'offres, etc. Mais aujourd'hui, on nous dit que le projet est réalisé à hauteur de 70% et que son inauguration va intervenir l'année prochaine, etc. Mais cet instrument d'intégration, qui est le pont sur le fleuve Sénégal, ajouté au pont sur le fleuve de la Gambie, il va permettre de renforcer les liens commerciaux de Tanger à Lagos à travers, n'est-ce pas, ce corridor routier, n'est-ce pas, qui a été conçu depuis les années 70 et qui continue, n'est-ce pas, à se réaliser petit à petit, etc. Donc, osons espérer que les esprits vont se calmer, que les forces extérieures, qu'elles viennent de l'Occident ou d'ailleurs, ne contribuent pas à déstabiliser cette région. Et je termine en disant que les services marocains ont beaucoup aidé à libérer les otages qui sont pris par ce qu'on appelle terroristes ou les mouvements islamistes, etc. Et je crois que le directeur d'un établissement de sécurité marocain a été décoré par le président de la Roumanie parce qu'il a contribué à libérer un otage roumain. Il faut le dire aussi, parce que nos services, n'est-ce pas, collaborent avec toutes les parties prenantes pour ramener la paix, pour consolider la sérénité et surtout le bonheur des populations, notamment les peuls, les éleveurs, etc., qu'on massacre au Burkina, qu'on massacre ailleurs, etc. Il y a un véritable drame humain sous nos yeux que nous vivons. Et on ne peut pas rester insensible face à cette situation. Le Maroc, c'est une diplomatie à 360 degrés. On a parlé de diplomatie classique, on a parlé de diplomatie économique, on a parlé de diplomatie culturelle et culturelle. Et il place quand même à la diplomatie, vous en avez parlé très brièvement tout à l'heure, c'est Hamidouj, de la diplomatie sportive. Il s'agit aussi de l'avenir de notre diplomatie, le futur de la diplomatie marocaine. C'est le soft power. C'est le soft power qui est brillamment écrit en lettres d'or par nos lions de l'Atlas et aussi par l'excellence des prestations marocaines quand il s'agit d'organiser de grands rendez-vous, dont cette Coupe africaine des Nations. Hafid Boutaleb. Un commentaire sur... C'était une grande réussite, oui. La CAN. Oui. Nous ne pouvons que féliciter Sa Majesté d'avoir réussi aussi à convaincre des partenaires de poids comme l'Espagne et le Portugal de co-organiser et d'avoir gagné leur confiance au sommet, de co-organiser la Coupe du Monde des Nations de la FIFA en 2030. C'est un défi considérable. Nous ne pouvons que saluer aussi toute l'action de la Fédération royale marocaine de football, qui aujourd'hui nous fait vibrer par le jeu et le patriotisme de ces jeunes lions qui font aujourd'hui rêver 2 milliards de musulmans et tout le sud global et de plus en plus de supporters partout, en France, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne et même en Algérie, où aujourd'hui on commence à supporter aussi les Lions de l'Atlas, et je remercie les Algériens qui supportent les Lions de l'Atlas. Donc oui, c'est une diplomatie aussi, le football, que Sa Majesté a bien utilisé pour défendre nos intérêts. Nos intérêts, toujours l'indépendance et la souveraineté, les maîtres mots de l'action de Sa Majesté. Et aussi, je voudrais dire qu'on ne peut que féliciter quand même Sa Majesté d'avoir gardé le Maroc à équidistance de toutes les puissances mondiales et de négocier d'égal à égal avec toutes les puissances mondiales. Exact. En dépit de notre taille modeste, rappelons-le. Et ça, c'est un acquis et c'est une réalisation considérable. Et un des défis des émissions comme celle-ci, comment décrire tout ce qui a été fait en 27 ans, en 52 minutes, et justement, le temps d'émission est écoulé. Donc, je vais vous laisser en un seul mot pour résumer peut-être notre discussion aujourd'hui. Un seul mot en une phrase. Professeur Yasmine Hasnaoui. Je m'aligne à ce qu'a dit Moulay Hafid concernant la Coupe du Monde. Je ne peux que féliciter Sa Majesté pour ce qu'il a fait pour le Maroc. On est là, on est fiers. Moi, en tant que résidente MRE, je suis rentrée au Bercail après plusieurs années et je ne peux être fière que de rentrer au pays et de collaborer et de travailler ensemble. Et pour la Coupe du Monde, non seulement on est fiers d'être marocains, mais aussi j'ai mes étudiants koweïtiens qui m'appellent et qui me disent
Madame, mais c'est génial, il représente non seulement le Maroc, mais le pays arabe et musulman. Et on ne peut qu'être fiers qu'il nous fasse honneur à chaque Coupe du Monde ou à chaque match. Exact. Professeur Hamid Douche. Je dirais que grâce à la diplomatie conduite sous les auspices de Sa Majesté, le Maroc joue le rôle de honest broker et joue le rôle de plus en plus important de connecteur entre l'Europe, l'Afrique, l'Asie, grâce à sa crédibilité, à son sérieux, à la stabilité politique dont il jouit, malgré le fait qu'il ait été entouré par des voisins qui ne rendent pas la monnaie comme ce qu'on leur a fait pendant la lutte d'indépendance. N'oublions pas les sacrifices du peuple marocain, n'est-ce pas, pour aider l'Algérie à accéder à l'indépendance. Et je sais de quoi je parle parce que j'avais vécu personnellement cette situation avec ma famille. Et donc je dis, on est devenu comme une île. On a la Méditerranée au nord, on a l'Atlantique à l'ouest, on a l'Afrique du Sud, subsaharienne avec la Mauritanie, mais de l'autre côté, c'est fermé depuis 1994. Merci beaucoup, Hafed. Bien sûr, je ne vais pas... Rapidement, ouais. Eh bien, indépendamment de si oui ou non cette frontière s'ouvre, au Maroc, nous continuerons à raconter une très belle histoire. Voilà. Exactement, bien sûr, sous la conduite éclairée, visionnaire de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, madame, au professeur Yasmine Hesnaoui. Merci, Hafed Boutaleb. Et grand merci à vous également. Si Mohamed Hamid Douche, docteur Hamid Douche aussi, donc avec ce livre que ça va être une référence aussi quand on parle du gazoduc africain Atlantique, qui a été préfacé par l'ancien président sénégalais, M. Macky Sall. Si vous permettez que je dise juste un petit mot à propos de ce deuxième livre. Comment devenir fonctionnaire international. Comment devenir fonctionnaire international. D'abord, la frustration que je ressens quand j'ai décidé d'écrire ce livre, c'est mon expérience personnelle. À l'international, aussi bien à Washington, à Abidjan, à Londres, au Caire, à Tunis, à Dakar, où je me rends compte que nous ne sommes pas suffisamment présents. Je parle de nous, citoyens marocains, dans les organisations internationales. Très bien. Vous trouvez autant d'Algériens, autant de Tunisiens, autant de Ghanéens, de Sénégalais, de Kenyans, pas assez de Marocains. Donc c'est un appel que je fais aux cadres marocains pour s'intéresser à la fonction internationale. Et là, toutes les organisations internationales sont décrites et je leur souhaite tout le bonheur du monde pour un Maroc debout. Et le mode d'emploi y est comment devenir fonctionnaire international. C'est un véritable guide. Hein. Exactement, c'est le guide. Voilà. Merci, docteur Mohamed Hamid Douche. Merci donc à vous. C'était cette émission spéciale que nous avons consacrée au volet diplomatique de l'action royale à l'occasion du 27e anniversaire de la fête du trône. Je vous souhaite sur ce une excellente suite des programmes sur notre antenne.